Je ne sais pas quoi faire de lui. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire et... Garçon. C'était un missile iranien qui a mal fonctionné et tué Dieu sait combien de civils. Mais le régime iranien a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire public à ce sujet. Cela peut se comprendre. Ils ont des choses plus importantes à gérer. Pour la première fois dans cette guerre, les forces spéciales américaines opèrent officiellement à l'intérieur du territoire iranien. Voyons donc pourquoi elles s'y trouvent. Hier, les médias d'État iraniens, Presse TV, ont publié des images de débris d'avions américains et ont affirmé avoir abattu un F-35. Mais regardez de plus près les débris. Ce n'est pas un F-35. Il s'agit probablement d'un F-15 Strike Eagle basé à la RAF Lakenheath au Royaume-Uni. Corriger ce média d'État iranien a peut-être été une grosse erreur. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de cette histoire. L'Iran exagère toujours ce qu'il a fait, ou parfois ment carrément. C'est donc quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Mais au moment de l'enregistrement, ces images semblent effectivement correspondre à un F-Queen's Eagle. Le commandement central américain n'a pas commenté la chute de ce chasseur, et cela pour de bonnes raisons. L'opération de sauvetage est toujours en cours. Vous voyez, ce chasseur avait 2 membres d'équipage, un pilote et un officier des systèmes d'armes. Ils se sont tous les 2 éjectés au-dessus du territoire iranien, et l'opération pour les secourir a été lancée immédiatement. C'est pourquoi il n'y a eu aucun commentaire officiel. La sécurité opérationnelle passe avant tout. Maintenant, avant de parler de cette opération de sauvetage, je tiens à clarifier une chose. Depuis quelques semaines, nous disons que l'US Air Force a la supériorité aérienne sur l'Iran. Alors, comment les avions américains se font-ils abattre ? Eh bien, tournons-nous vers l'US Air Force elle-même pour répondre à cette question. Car comme vous le savez peut-être déjà, ils sont bien plus intelligents que moi. Ceci provient de la doctrine de l'US Air Force sur les opérations de contraire. Elle explique le continuum du contrôle aérien. En gros, c'est ainsi que l'US Air Force définit le contrôle du ciel lors de toute opération de combat ou même d'une guerre. Le premier niveau est la parité aérienne. Aucun des 2 camps ne contrôle le ciel. Les 2 camps mènent des missions, des opérations et tentent de se bloquer mutuellement. Il est important de préciser que la parité aérienne ne signifie pas l'absence d'opérations aériennes. Cela veut dire que les 2 camps peuvent utiliser l'espace aérien. Le deuxième niveau est la supériorité aérienne, où un camp peut mener des opérations sans subir d'interférence majeure de l'autre camp. Ce sont exactement les mots utilisés par l'US Air Force, et c'est pour une bonne raison. Un bon contrôle du ciel ne signifie pas 0 risque. Il y a toujours des risques, mais l'ennemi n'a pas du tout le même contrôle que l'armée de l'air américaine. C'est exactement ce que les États-Unis ont affirmé tout ce temps. La supériorité aérienne, surtout dans les couloirs menant à Téhéran et pour le retour. Ils n'ont jamais prétendu à la suprématie aérienne, là où l'ennemi n'oppose pratiquement aucune résistance. En fait, il y a seulement 4 jours, donc 2 jours avant que le F-15 ne soit abattu, le général Dan Kane lui-même a confirmé que les États-Unis avaient de la supériorité aérienne et qu'elle était en augmentation. Il n'a pas utilisé le mot suprématie. Écoutez. Rechercher des installations en profondeur sur le territoire iranien. Et au cours des 30 derniers jours, nous avons frappé plus de 11 000 cibles. Compte tenu de l'augmentation de la supériorité aérienne, nous avons réussi à commencer les premières missions de B-52 au-dessus du territoire, ce qui nous permet, comme nous l'avons déjà dit, de continuer à prendre le dessus sur l'ennemi. Et comme l'a mentionné le secrétaire, nous passons de plus en plus à des cibles dynamiques en traitant des cibles mobiles sur l'ensemble du champ de bataille. Donc, après la chute du jet, beaucoup de gens affirmaient que l'armée américaine mentait. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Les gens, moi y compris, comprenaient mal la formulation de l'armée. J'ai revu certaines des vidéos que j'ai faites ces 2 dernières semaines. Et j'ai affirmé que les États-Unis avaient la domination aérienne, ce qui n'est pas une expression que l'armée de l'air utilise réellement dans sa doctrine. Et j'ai justement lu la doctrine ce matin. Donc même moi, je n'étais pas précis dans la façon dont j'expliquais ce qui se passait réellement. Néanmoins, revenons à la situation sur le terrain. Comme vous le savez, le F-15 n'est pas un chasseur furtif moderne comme le F-22 ou le F-35. Il est plus ancien, et cela signifie qu'il est plus facile à détecter et à cibler, même pour l'Iran. C'est un contexte important pour ce qui s'est passé. Maintenant, tous les pilotes américains, peu importe l'avion qu'ils pilotent, sont toujours formés au CER, c'est-à-dire survie, évitement, résistance et évasion.
Ce sont les étapes que les pilotes doivent suivre lorsqu'ils sont touchés et qu'ils vont s'écraser. La première étape, comme vous pouvez l'imaginer, est simplement de s'éjecter en toute sécurité avec un parachute. Deuxièmement, il faut trouver un endroit sûr pour éviter la capture. Troisièmement, utiliser une radio cryptée pour signaler sa position aux forces américaines. C'est à ce moment-là que les forces américaines vont tout faire pour lancer une opération de sauvetage et faire tout leur possible pour ramener les pilotes qui se sont, vous savez, éjectés au-dessus du territoire ennemi. Maintenant, nous savons, grâce à des sources israéliennes qui parlent aux médias israéliens, que le pilote et l'officier des systèmes d'armes ont tous les deux communiqué leur position par radio, via des dispositifs cryptés. Et c'est important si c'est vrai, parce que cela signifie qu'au moins, ils sont en assez bonnes conditions pour communiquer leur position par radio. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, l'éjection reste un processus très dangereux. Tout peut mal tourner. Même une petite erreur ou une défaillance peut avoir les pires conséquences. Donc, le fait que ces deux personnes aient effectivement communiqué leur position par radio signifie qu'il y a au moins une bonne nouvelle. Nous savons également que la mission de sauvetage a commencé presque immédiatement, comme vous pouvez le voir sur les extraits partagés par les soldats ou les officiers iraniens sur les réseaux sociaux. Dès que la nouvelle de la mission de sauvetage a été rendue publique, les médias d'État iraniens ont commencé à affirmer qu'ils avaient donc capturé les deux membres d'équipage, donc le pilote et l'officier des systèmes d'armes. Maintenant, ce n'était pas exact, mais c'est là que je veux parler de la façon dont beaucoup de gens se sont trompés. Et c'est quelque chose que j'ai appris de Raïm Nagbet, qui est aussi youtubeur et bien plus intelligent que moi pour ce genre de choses. Et il a expliqué comment, au début, la télévision d'État iranienne a peut-être vraiment cru qu'ils avaient abattu un F-35. Et peut-être que pour ceux qui connaissent, la différence entre un F-35 et un F-15, ils auraient dû laisser les médias iraniens le croire, parce que le F-35 n'a qu'un seul pilote alors que le F-15 a deux membres d'équipage. Et cela joue un rôle énorme, comme nous allons en parler dans la suite. Mais comme nous l'avons dit, une mission de sauvetage a été lancée immédiatement. Et voici plus de détails sur les personnes impliquées et leur formation. Écoutez bien. Désormais, cette opération est dirigée par l'une des communautés d'opérations spéciales les plus compétentes et professionnelles au monde, le service de sauvetage de l'armée de l'air. Leur devise, afin que d'autres puissent vivre, exprime leur mission sans échec. Ils sont prêts à risquer, voire sacrifier leur vie pour ramener ces hommes et femmes chez eux. Un contingent de secouristes de l'armée de l'air, experts en récupération de personnel, sauvetage en hauteur, et on peut les considérer comme des chirurgiens du champ de bataille, sera présent. Ils seront probablement accompagnés d'un élément de sécurité issu des forces d'opération spéciales, qu'il s'agisse de Navy Seals, Bérets Verts, Marsac ou Marines américains. Donc ils cherchent, ils fouillent avec toute leur passion, leur dévouement et leur persévérance pour localiser cet officier des systèmes de combat et le ramener en sécurité aussi rapidement que possible. Lors de cette mission de recherche et sauvetage, un ADX Warthog en soutien a été attaqué et apparemment endommagé. Mais heureusement, il a pu sortir de l'espace aérien iranien avant que le pilote ne s'éjecte. Et après s'être éjecté, il a été secouru sain et sauf. Une personne a déjà été secourue, ce qui est une bonne nouvelle. En plus de l'ADX 2 hélicoptères, peut-être des Black Hawks, ont aussi été endommagés lors du sauvetage. Les deux sont revenus sans problème. L'étendue des dégâts reste inconnue. Il y a certaines images qui deviennent virales sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d'entre elles proviennent des médias d'État iraniens. Donc je ne sais pas à quel point on peut leur faire confiance. Maintenant, il est important de souligner ici que vous pouvez probablement supposer que tous ces appareils prennent plus de risques que d'habitude parce que l'objectif principal n'était pas d'éviter les tirs ennemis ou de minimiser les dégâts sur l'appareil. L'objectif principal était de retrouver l'équipage. Cela signifiait qu'il était plus facile pour les Iraniens de tirer sur l'hélicoptère ou l'ADX car ils étaient déconcentrés sur la récupération et la sécurité des membres d'équipage. En fait, nous avons même une vidéo qui semble montrer un membre du CGRI tirant sur un hélicoptère engagé dans une mission de recherche et de sauvetage, et l'hélicoptère ne ripostait pas du tout. Il est également important de souligner qu'en Iran, si quelqu'un possède un fusil, il n'est probablement pas un simple citoyen. C'est quelque chose que nous avons constaté en janvier. Le public iranien ne peut pas avoir accès aux armes à feu comme les soldats ou les responsables iraniens, et c'est pour cela que nous avons assisté au massacre que nous avons vu en janvier. Si vous voyez des vidéos de quelqu'un avec une arme à feu ou un fusil, cela signifie qu'il travaille pour le CGRI, ou peut-être pour une autre branche du régime iranien. Malgré tout, voici une vidéo d'un membre des gardiens de la Révolution tirant sur un hélicoptère, qui l'ignore totalement. Regardez, et petit rappel, mettez un j'aime, et abonnez-vous ci-dessous. Cela nous aide avec l'algorithme. Voici la vidéo.
Le docteur de garde. Que faire de lui? Je ne sais pas quoi faire de lui. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Si l'hélicoptère voulait tirer, il avait assez de puissance pour éliminer quelqu'un debout à découvert avec un fusil. Impossible de se cacher si l'hélicoptère ripostait. Peu après la diffusion de ces extraits, nous avons reçu de bonnes nouvelles des responsables israéliens et américains. Un membre de l'équipage, probablement le pilote mais sans certitude, a été secouru. C'est donc une excellente nouvelle. Cela a dérouté beaucoup de gens, car on pensait que le pilote et le second seraient proches. Comment se fait-il alors qu'une seule personne ait pu être secourue? Voici plus de détails sur ce qui aurait pu arriver. Ils ont pu se séparer en descendant, ou il a pu se passer autre chose. Écoutez. Premièrement, la question de l'atterrissage groupé des pilotes. Avec les opérations de parachutage, de nombreuses variables interviennent. Et si on remonte à 1995, Scott O'Grady en Bosnie, il a en fait tiré la poignée de déverrouillage, ouvrant son parachute à une altitude trop élevée, ce qui l'a ensuite exposé au vent. Cela crée aussi une forte signature visible par l'ennemi. Donc s'il y avait une quelconque séparation d'altitude entre l'ouverture de ces parachutes, ils sont soumis au vent, qui pourrait tous les pousser dans des directions différentes et créer de la distance. Cela ne prend même pas en compte la géographie, le terrain. Ils auraient pu atterrir de part et d'autre d'un élément majeur du relief et partir dans des directions opposées. Concernant la famille et la date à laquelle elle sera informée, je ne peux pas préciser quand, mais je vais expliquer pourquoi elle ne l'est pas encore. Vous ne voulez pas que la famille de John Doe soit informée à Omaha, Nebraska, et qu'ensuite, tout à coup, la chaîne locale traite un nouveau sujet et révèle l'identité du pilote ou de l'officier des systèmes d'armes qui est encore sur le terrain. Vous ne voulez pas qu'il révèle cette identité. Donc, nous voulons limiter les informations afin de nous assurer que nous protégeons l'identité de ces personnes qui sont actuellement considérées comme du personnel isolé. À présent, la mission pour secourir le deuxième membre d'équipage est toujours en cours, mais cela fait maintenant plus de 24 heures, ce qui est clairement un peu inquiétant. Cependant, le Pentagone et le commandement central n'ont pas commenté cette situation pour des raisons de sécurité opérationnelle. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que de nombreuses fuites viennent de responsables israéliens s'adressant aux médias israéliens. Maintenant, je ne suis pas sûr de ce qui se passe exactement ici. Parce que si la politique des États-Unis est que les États-Unis ne veulent aucune information rendue publique, alors pourquoi y a-t-il des fuites provenant de responsables israéliens? Je pense que les États-Unis peuvent juste appeler et demander à ce que personne ne parle aux médias de cette affaire. Et cela garantirait en gros que personne ne sache rien. Donc, je ne suis pas vraiment sûr. Si vous comprenez ce qui se passe, laissez peut-être un commentaire ci-dessous, faites-le nous savoir. Il convient aussi de rappeler que l'Iran avait d'abord affirmé avoir capturé les 2 membres d'équipage. Ce n'était clairement pas vrai, car nous savons que l'un des pilotes a été secouru. Mais néanmoins, il semble que l'Iran intensifie ses efforts pour capturer la personne qui se trouve toujours en Iran. Ils offrent 60 000 $, ce qui est une somme folle, à toute personne pouvant aider les autorités iraniennes à capturer cette personne en Iran. Ils ont également pratiquement bouclé la zone où l'atterrissage possible a eu lieu, et les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. Je ne sais pas ce qu'il en est de lui. Je ne sais pas quoi en faire. Maintenant, le président Trump lui-même n'a fait aucune déclaration publique à ce sujet, mais il a parlé à des journalistes en coulisses, essentiellement lors d'une interview téléphonique ou quelque chose comme ça. Et voici essentiellement son message. Écoutez. Plus récemment, la dernière information que nous avons est que le président Trump vient de dire qu'il n'est pas prêt à annoncer ce que les États-Unis vont faire si jamais l'Iran porte atteinte à ce membre d'équipage américain disparu. C'est selon un entretien qu'il vient d'accorder à l'Independent. Un marine américain était posté devant l'aile ouest pendant la majeure partie de la journée de vendredi, car à l'intérieur, l'équipe de sécurité nationale du président le tenait régulièrement informé de la mission de sauvetage de l'équipage du F-15E. Après la divulgation de la destruction du F-15E, le premier commentaire du président sur Truth Social fut « Gardez le pétrole ». Comme je l'ai dit, il est inquiétant qu'après plus d'une journée, le second membre d'équipage reste introuvable. Cependant, il y a une bonne nouvelle liée à ce retard. Si l'Iran l'avait capturé, il aurait aussitôt été montré dans les médias d'État et utilisé comme propagande, ce qui va à l'encontre de la Convention de Genève. Pourtant, je suis sûr que l'Iran agira.
sans se soucier du droit international. Mais le fait que les médias d'État iraniens n'aient fourni aucune preuve, malgré leurs affirmations selon lesquelles ils avaient capturé à la fois le pilote et l'officier d'armement, est un bon signe. Il ou elle n'est probablement pas capturé. Il ou elle n'est probablement pas aux mains des Iraniens. Le pilote est porté disparu depuis environ 12 à 15 heures, disons. Est-ce que cela vous indique quelque chose? Vous donne-t-il une quelconque indication que cette personne n'est peut-être pas entre les mains des autorités iraniennes? Nous l'aurions déjà appris à ce stade. Est-ce un bon signe ou un mauvais signe? La durée. Alors, Trace, merci de m'avoir invité avant tout. Et nos pensées vont aux équipes qui mènent actuellement une mission incroyablement dangereuse et difficile. La recherche et le sauvetage au combat est l'une des missions les plus difficiles que nous accomplissons. Nous nous y entraînons. Nous avons des troupes spécialisées pour cela, mais cela reste un travail difficile. Le fait que l'opérateur du système d'armes, et vous m'entendrez utiliser le terme WISO, n'ait pas été exhibé par les Iraniens, je pense que c'est un bon signe. Cela signifie que cette personne devrait ou pourrait encore être en vie. Et ils suivent la formation que nous recevons de manière intensive lorsque nous devenons membres d'équipage pour la première fois, puis que nous devons nous y réentraîner chaque année. Ils s'appuient probablement sur leur mémoire musculaire en ce moment. Maintenant, une autre nouvelle intéressante qui est sortie ce matin, c'est que Soleimani, l'homme qui a été assassiné en 2019, eh bien, certains membres de sa famille sont ici aux États-Unis, avec des cartes vertes, donc en gros sur la voie pour devenir citoyen. Mais heureusement, l'une de ses nièces est devenue un peu trop bavarde en soutenant les gardiens de la révolution et le régime islamique, et elle s'est fait attraper. Et maintenant, sa carte verte a été annulée, et elle va être expulsée vers l'Iran. Mais n'est-ce pas intéressant que, pendant que le régime iranien scande « mort à l'Amérique », des membres de leur famille vivent en réalité ici, aux États-Unis. Nous le savons, parce qu'Ali Larouzani, qui était en quelque sorte le chef de facto de l'Iran, un jour ou deux après le début de la guerre, eh bien, sa fille vivait en réalité ici, aux États-Unis, pendant que l'Iran massacrait des dizaines de milliers de manifestants. Et maintenant, nous avons cette nouvelle. La famille du général Soleimani vit ici tout en scandant « mort à l'Amérique ». N'est-ce pas insensé? Ces personnes vivent aux États-Unis, tout en espérant que les États-Unis disparaissent simplement de la carte du monde. Si l'hypocrisie avait un visage, ce seraient tous ceux qui soutiennent le régime. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Kadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse, et que vous voulez comprendre la situation actuelle, allez-y, jetez un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description. Ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.